Oui. Bonjour à tous, chers collègues. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous remercie, nous vous remercions de vous être mobilisés pour assister à ce webinaire qui est proposé par la délégation générale de l'Alliance française aux États-Unis depuis Washington. Donc merci à tous d'être là. Bienvenue donc pour ce webinaire de formation à l'intention des professeurs de français. Donc je suis Carlos Tabernero, je travaille à la délégation générale de l'Alliance française et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Francis Sièche qui va animer dans quelques instants une session de formation, de webinaire. Alors, euh, Francis Sièche, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente rapidement. Francis Sièche est professeur des universités au CELSA, qui dépend de Paris 4, l'université Paris 4 Sorbonne, qui est une grande école d'information et de communication, et aussi à l'université Paris 5, Paris Descartes. Voilà. Ces domaines de spécialité sont la sémiotique, la philosophie de la communication et tout ce qui touche d'une manière générale à la créativité. Francis Sièche a été aussi dans les années 80, il a fait partie de l'équipe du BELC, qui est un stage de formation de professeurs de français qui est très réputé. Donc il a fait partie aux côtés d'autres grands noms du FLE comme Francis de Bizère, Jean-Marc Carré, euh, de l'équipe qui a mis en place ce qu'on a appelé les méthodes communicatives dans les années 80 et qui a beaucoup réfléchi au rôle de la créativité dans l'apprentissage du français. Et il a notamment développé toute la méthodologie des simulations globales. Voilà. Donc le thème de ce webinaire aujourd'hui, je vais donner dans quelques instants la parole à Francis, c'est le photolangage, l'utilisation de la photo comme support d'apprentissage d'une langue. Voilà. Avant de donner la parole à Francis, je sais qu'il y a aujourd'hui des professeurs qui n'ont pas l'habitude de suivre les webinaires de l'Alliance française. Ce webinaire est ouvert à la fois aux Alliances françaises des États-Unis. Il y a aussi des collègues du Canada qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre depuis Edmonton. Nous les saluons. Et il y a aussi des collègues professeurs des établissements scolaires américains, des middle school, des high school. Donc, nous leur souhaitons également la bienvenue. Donc je vais dire juste un petit mot pour vous expliquer très rapidement comment ça va se passer. Euh, vous avez devant vous une interface, hein, une grande fenêtre qui est divisée en modules. Donc il y a un module avec de la vidéo, vous pouvez nous voir. En revanche, nous ne pouvons pas vous voir et nous ne pouvons pas vous entendre parce que vous êtes trop nombreux, on ne peut pas se permettre d'activer vos micros. Donc, vous avez la possibilité d'interagir à travers le petit module de conversation qui se trouve en bas et donc de poser vos questions et de faire des remarques pendant le webinaire. Et nous ferons des pauses régulières pour répondre aux questions que vous nous posez. Voilà. Et dans la partie gauche de l'écran, ce grand fond d'écran est la partie qui va nous permettre de partager avec vous des documents. Voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous sur le plan de la technique. Il me reste à vous rappeler que nous faisons un enregistrement de ce webinaire, donc nous pourrons également le mettre à disposition, à votre disposition ou à disposition de vos collègues qui n'auraient pas pu se libérer cet après-midi. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Francis. C'est à toi. Merci Carlos, merci à l'Alliance française et bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment très très plaisir d'être ici et puis de revenir sur ce territoire que j'ai sillonné il y a quelques années. Peut-être vous ai-je rencontré il y a 2 ans, je crois, c'est ça, lorsque Oui. j'ai eu à sillonner les États-Unis pour faire des conférences ou des séminaires. Alors, effectivement, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est
une séance plus pratique que théorique sur la manière dont on peut utiliser la photo, l'image, peut-être, pourrais-je dire, comme support d'apprentissage. Ça ne nous interdira pas, peut-être dans certains moments, de faire peut-être des remarques plus théoriques et psychopédagogiques, mais ce sera un séminaire très axé sur la pratique. Alors, peut-être quelques mots sur l'histoire du photo-expression. Il se trouve que j'avais fait un peu de psycho dans ma jeunesse et je la voyais de temps en temps utiliser un matériel que l'on appelait le photolangage, justement, un matériel fait par Baptiste et Bellil, qui permettait aux psychologues d'interroger des enfants et de voir, à partir des réponses qu'ils fournissaient, au fond, la structure psychologique ou les difficultés, les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Je trouvais ça assez étonnant parce que, effectivement, les photos, même si, peut-être parce qu'elles étaient souvent très symboliques, avec un symbolisme très fort, eh bien, on voyait très bien les enfants qui, au fond, se délivraient d'un certain nombre de choses, se délestaient d'un certain nombre de problèmes. Et il se trouve que l'un de mes premiers postes en tant que professeur de lettres a été dans un lycée professionnel où je me suis retrouvé avec des classes de BNQ. Et BNQ, c'était à l'époque, alors là je parle du milieu des années 70, oui, je suis plutôt jeune, euh, des bas niveaux de qualification. Et quand je suis arrivé pour la première fois dans ma classe, comme j'étais un professeur de lettres très très enthousiaste, je leur ai dit, bon, allez, on va travailler. Ces élèves m'ont dit, oh là là, doucement, hein, nous, vous savez, on est nuls, on ne sait rien faire, on est nuls. Et vérification faite, ils étaient nuls et de fait, ils ne savaient pas, ils ne voulaient pas faire grand-chose. Alors, à la même époque, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait Une minute pour une image, une émission d'Agnès Varda, vous savez, la cinéaste de la Nouvelle Vague, qui présentait plein cadre à la télévision pendant une minute, une photo, à une personne qu'elle invitait, en général une personne célébrité du monde du showbiz ou de la politique, mais parfois une personne qu'elle était allée chercher dans la rue. Elle montrait une photo pendant une minute, c'était souvent des photos de photographes connus comme Lartigue, Doisneau, Cartier-Bresson, Vichniac et autres, et elle demandait aux gens de réagir. Et ce qui était frappant, très étonnant, c'était de voir que les gens, au fond, se révélaient, les gens qui étaient mis devant la photo pendant une minute, se révélaient autant par leurs mots, par ce qu'ils disaient, que par leur silence, leurs hésitations, leurs erreurs d'interprétation de la photo aussi. Et j'étais assez fasciné. Et ce qui m'a décidé à prendre la photo comme support dans ma classe avec mes BNQ, c'est un jour où Agnès Varda invite une chômeuse, certaine Marie-Pierre Folliard, elle l'invite à l'émission à venir réagir pendant une minute à une photo qui représente une femme allongée dans l'herbe, près d'un étang sans doute, en maillot de bain assez rétro, années 50, une pièce, et cette femme est allongée sur le ventre, et contre elle, sur elle, ou plus exactement la tête sur ses fesses, un enfant. Et Marie-Pierre Folliard, mise devant ces photos, dit avec énormément d'émotion, ce que ça me dit à moi, cette photo, tu vois, je crois qu'il aimerait bien entrer par là où il est sorti. Parce que c'est là qu'on est en sécurité, c'est là où on est le mieux. Au fond, oui, je crois que c'est ce qu'il voudrait. Oui, je crois que c'est sa mère. Il y a de l'eau, il y a de l'herbe. Oui, c'est sa mère.
Et là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose avec les photos. J'ai commencé à prendre les photos que le journal Libération reprenait le lendemain matin dans son édition. Je les ai découpées, je les ai collées et je les ai proposées à mes élèves. Et là, hop, mes élèves, à qui je disais, mais choisissez une photo et dites-moi pourquoi vous l'avez choisie, et pourquoi elle vous plaît, cette photo, se sont mis à parler et même à écrire. Miracle. Et ce qui m'a décidé à faire ce premier travail sur le photolangage, c'est quand Mouloud, le souffre-douleur de la classe, a pris une photo qui représentait un boxeur à l'entraînement, vous savez, avec un casque de cuir. Il était là en train de poser pour la photo. Manifestement, il était dans l'entraînement. Et Mouloud, qui était un petit souffre-douleur, malingre, en situation peut-être encore pire que ses camarades, d'échec scolaire, social, individuel, etc., a commencé à écrire le journal intime de ce boxeur à la veille du championnat du monde. Là, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Parce qu'à chaque fois que je disais, bon, Mouloud, tu me donnes ta feuille, ton devoir, s'il te plaît. Ah non, monsieur, je voudrais encore écrire, s'il vous plaît. Et Mouloud a écrit un roman de 2 pages et demie, qui était l'histoire de ce boxeur. Lorsqu'il a eu terminé, il m'a apporté son travail, je l'ai lu et je lui ai dit avec beaucoup d'émotion, mais c'est formidable ce que tu as écrit, Mouloud, c'est très beau. Lis-le à tes camarades. Et il m'a dit, ah non, moi, tu veux que je lise? Ah oui, d'accord. Et j'ai lu le texte à ses camarades, qui ont été évidemment très émus, qui n'avaient jamais vu leurs camarades sous ce jour-là. Et là, j'ai dit à Mouloud, écoute, on va l'afficher dans la classe, notamment quand les parents vont venir, et on va leur montrer ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et là, il m'a dit, ah oui, mais enfin, monsieur, il y a des fautes, non? Je dis, bah oui, Mouloud, il y a des fautes, bien sûr. Tu vas les corriger. Et il a commencé à corriger les fautes. Alors, il en corrigeait, il en rajoutait, je mettais dans la marge des croix pour lui dire il y a 5 fautes de la première ligne, je soulignais les mots où il y avait des fautes, je lui indiquais le type de faute d'orthographe. In fine, Mouloud a écrit un texte avec, en réussissant à supprimer plus de la moitié des fautes d'orthographe. Et là, je me suis dit, on va faire effectivement un travail pour le français langue maternelle, puis ensuite, lorsque je suis entré au BELC en 1983 pour le français langue étrangère, on va faire un travail à partir de la photo. Alors, évidemment, je ne pouvais pas récupérer les photos. Tout va bien là, Carlos? Le son est un peu faible. Ah, le son est faible. Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que l'on m'entend mieux? Ah, Ah, il faut essayer simplement de parler bien fort en face du micro parce que c'est vrai que le micro est un peu faible. Bon, d'accord. Alors, je vais le prendre comme ça. Donc, pardon hein, si. Mais ce n'est que de toute façon une introduction. Alors, je vais peut-être, pardon, baisser ma tête. C'est bon, nous disent les collègues. Bon, vous allez peut-être voir ma calvitie naissante. Alors, je ne pouvais pas récupérer les photos parce qu'elles n'étaient pas libres de droit. Donc, j'ai commencé à créer un corpus de photographie. Et ça, je vous le dis, je le dis aux collègues qui voudraient travailler et faire un corpus, attention. Mon expérience m'a montré qu'il faut bannir les photos d'actualité, les photos de mode, les photos qu'on trouve souvent sur Internet, qui sont des photos trop tapageuses, où il n'y a pas de place au fond pour l'imaginaire et pour dire quelque chose. Et donc moi je suis allé récupérer des photos à droite et à gauche dans mon album personnel, ceux de mes proches, d'amis. Certains de mes étudiants m'ont donné des photos. Vous pourriez d'ailleurs demander des photos à vos étudiants. Et là j'ai fait 3 pioches. Une pioche de photos de personnages, une pioche de photos de
bâtiments et une pioche de photos de paysages. Alors, des personnages de tous âges, des enfants, des jeunes, des ados, des moins jeunes, des troisième âge, bien sûr, des personnages seuls, des personnages en couple, des personnages en groupe, avec le groupe, contre le groupe, dans différentes émotions, heureux, nostalgiques, tristes, malheureux, etc. Pour ce qui concerne la catégorie des bâtiments, j'ai pris évidemment des bâtiments, des domiciles privés ou des bâtiments publics, des intérieurs et des extérieurs. Et pour les paysages, j'ai pris toutes sortes de paysages, forêts, montagnes, déserts, etc. Et j'ai constitué un corpus qui a été la base de la première publication qui s'appelle le photolangage, qui est un peu partout dans le monde et qui se trouve dans pas mal de bibliothèques. Si vous allez dans la bibliothèque de votre Alliance française, je suis à peu près convaincu que vous allez en trouver un exemplaire. C'était à l'époque édité par Le Belque sous forme d'un coffret de 90 photos, 21-29-7, noir et blanc, parce qu'on n'avait pas la couleur et les moyens de se payer de la couleur. Et il y avait à l'intérieur des fiches d'activités à l'écrit, à l'oral et en jeu de rôle à partir d'une ou de plusieurs photos. Des activités pour décrire, pour inventer, pour imaginer, pour argumenter, enfin toutes les fonctions au fond de la communication que nous connaissons. Alors, on va vous présenter quelques-unes de ces photos avec Carlos, donc les photos que l'on a scannées tout à l'heure. Carlos, si tu veux bien les envoyer, les montrer à nos collègues. Elles sont en partage. Comment? Elles s'affichent. Elles s'affichent. Alors, la première, voilà, donc prenons cette photo. Qu'est-ce que je faisais moi avec mes BNQ au départ? C'était mes exercices, mes activités de base. Alors, juste petite parenthèse, évidemment, dans cette classe de bas niveau de qualification, il y avait beaucoup d'enfants issus de l'immigration, dont le français n'était pas la langue forcément maternelle non plus. Alors, soit je leur demandais de choisir une photo, et à ce moment-là, je leur demandais, au fond, de me dire pourquoi ils avaient choisi cette photo, en quoi elle leur plaisait, éventuellement en quoi ils étaient interpellés, si on voulait faire un peu plus psy, en quoi ils se reconnaissaient dans cette photo, ou si cela évoquait un souvenir. Et éventuellement, je leur demandais, ça c'était les premières activités que j'avais imaginées, de raconter une histoire à partir de cette photo. Alors voilà, ce monsieur qui est attablé devant une bière avec sa chemise sans doute rurale, dirais-je, à carreaux, avec sa casquette, et on peut éventuellement, euh, on verra, faire quantité de choses. On continue sur les autres photos, Carlos, s'il te plaît. Donc voilà, c'est une photo très prisée par les adolescents. Attends. Ouais, mais... Les deux d'ailleurs, ces deux photos sont des photos en général très prisées par les adolescents. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la thématique de la nature un peu fière et sauvage et impénétrable avec l'homme seul devant les éléments, etc. Ça, c'est quelque chose qui interpellait beaucoup les jeunes. Évidemment, cette photo sur le couple d'amour. Alors, on est à la limite du stéréotype, là, hein, bien sûr. Hein, Paris, la ville des amoureux, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait, au fond, greffer des activités nouvelles. Par exemple, on aurait très bien pu, je pouvais leur demander de me faire un titre, pardon, je reprends. Je pouvais leur demander, je pouvais leur dire plus exactement, cette photo est parue à la une du journal ce matin. Dans quelle rubrique? Rubrique faits divers, rubrique société, rubrique culture. Eh bien, vous me faites le gros titre, là, vous avez de la place là-haut, et vous essayez de m'écrire
le gros titre de la une du journal. Je vous laisse 15 secondes réfléchir à ce que ça pourrait donner, bien sûr, soit en rubrique faits divers, soit en rubrique société, soit en rubrique culture, tourisme. Vous pouvez réagir si vous voulez pour faire des propositions de titres. On continue, Carlos, sur les photos suivantes, parce que très rapidement, moi, je vais vous proposer une seule photo sur laquelle on va tous travailler. Donc, voici cette photo, café moustache. Évidemment, c'est une photo un peu intrigante, d'abord parce que, effectivement, le nom est un peu cocasse, ensuite parce qu'il n'y a que des hommes, ensuite, ils sont tous moustachus, et on peut se demander quel est le concept, qu'est-ce qu'il y a, et faire des hypothèses. Voilà, l'idée, c'est aussi de demander aux élèves de faire des hypothèses sur une photo comme celle-là. On continue. Suspense, voilà, deux mamies. Enfin, je suis peut-être un peu méchant pour les mamies, mais sans doute à Victoria Station. Et on pourrait imaginer leur conversation, leur dialogue, ou leur pensée, bien sûr. On pourrait imaginer ce qu'il y a, par exemple, dans le gobelet, ce qu'il y a dans le sac, ce qu'il y a peut-être sous le banc, etc. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre travail sur une photo, euh, j'ai fait des choses beaucoup plus simples. Par exemple, je demandais à mes élèves de mettre la photo en couleur. Je leur disais, bon, cette photo est en noir et blanc, vous êtes coloriste et vous allez écrire en lieu et place des objets des propositions de couleurs. Donc, je leur donnais effectivement, nous recensions toutes les couleurs de la palette, éventuellement les nuances, les tons, éventuellement les comparaisons, et je leur demandais donc de me proposer de coloriser la photo. Éventuellement, si le niveau de langue était là, on pouvait leur demander des explications, parce que je propose je propose du rouge pour la jupe de la dame sur la droite, parce que, par exemple. Bien. Autre activité très très simple que je proposais aux élèves, c'était l'activité dite du tableau de mots. Je leur demandais de mettre un calque, une feuille transparente sur cette photo et d'aller écrire en lieu et place des objets de la photo tous les mots qu'ils connaissaient en les calligraphiant artistiquement et éventuellement en couleur. C'est-à-dire que s'ils connaissent bicyclette, ils vont écrire bicyclette. S'ils connaissent selle, ils vont écrire selle. Rayon, ils vont écrire rayon. Œil, cheveux, chaussures, etc., etc. Et au fond, c'est un travail extrêmement minutieux et potentiellement très artistique, parce que lorsque vous retirez effectivement le calque de la photo, eh bien, vous avez des tableaux de mots souvent magnifiques, voilà, qui sont et c'est une manière d'ailleurs parfois de récupérer des élèves qui ne sont pas forcément bons en français, mais qui sont en français langue étrangère, mais qui ont un vrai talent artistique. Et on va pouvoir ensuite afficher cela. Et c'est une manière de travailler assez longuement sur le mot, son orthographe, sa composition, etc. La suite. Alors, désolé, mais ces photos sont à l'envers, il faut tourner un petit peu la tête. Ah ben attends, voilà, merci. Donc, voilà, ça c'est une photo que j'ai utilisée pour démarrer une simulation globale, c'est-à-dire que voilà, on pourrait imaginer que nous sommes, nous, sur cette embarcation, et que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part, et il faudrait que nous décidions, bien sûr, de la situation, de nos identités et de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Mais la simulation globale, ce sera un autre webinaire. On va te prendre au mot. Cette
photo, là, curieusement, alors c'est une photo de paysage, bien sûr, d'un village. Alors, je dis la vérité, là, c'est un village français, mais très, très curieusement, vous savez, je rôde le photo-expression dans le monde depuis la fin des années 70, et très, très curieusement, cette photo interpelle des gens de cultures extrêmement différentes. J'ai même eu la surprise un jour que dans un séminaire en Turquie, que quelqu'un me dise: ah oui, ça ressemble à euh, le village de mon enfance, alors en Anatolie, quelque part en Turquie, ce qui m'avait vraiment étonné parce que la maison que vous voyez là, les volets ouverts, c'est la maison, l'ancienne maison de campagne qui est située dans l'Aisne, entre Compiègne et Soissons. On va terminer donc avec les autres photos pour vous donner un florilège de photos que j'utilise. Bon là, il ne faudra pas le dire, mais c'est une photo, j'imagine que certains peuvent me reconnaître. C'est moi quand j'étais petit. Vous voyez, j'étais très très triste parce que peut-être elle est tombée abandonnée dans la forêt, comme dans les contes du Petit Pousset. Dernière photo à l'envers. On va la remettre à l'endroit. On va la remettre à l'endroit. Voilà, là aussi on peut évidemment travailler sur la situation. Vous connaissez les simulations globales. Dans les simulations globales, il y a la simulation dite la croisière. On pourrait très bien imaginer tous ensemble partir pour une croisière. Le tiers du groupe formerait le personnel de ce paquebot, les autres les passagers. Nous nous donnerions une identité, une petite biographie, et puis vogue, sinon la galère, tout du moins le bateau, et nous ferions effectivement une histoire. Alors, dernière photo, tac, 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 grand suspense, la voici. On va la mettre en grand, parce que c'est la bonne, hein, c'est la bonne version. Voilà, nous voici rendus après cette courte introduction à la pratique. Mais peut-être y a-t-il des questions ou des remarques avant que nous nous embarquions dans du pratico-pratique. Alors Isabelle est en train de... Alors, lorsque je suis avec... j'attends la question d'Isabelle ou la remarque d'Isabelle, mais lorsque je suis avec des élèves, je ne montre pas la photo aussi longuement que vous, vous l'avez ici. En général, je vais vous montrer, en général, euh, je montre la photo comme ça et hop, je la retire. Alors c'est un grand scandale, hein, et parfois même je la montre comme ça et je la montre dans tous les sens, je la retire et à partir de là, je demande aux élèves de réagir et de me dire ce qu'ils ont vu dans cette première chose. Alors, est-ce que je peux expliquer ce que j'entends par simulation globale? Oh là 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 là. Alors là, c'est peut-être en 2 minutes. Oui, alors concept, ça va être difficile parce que la simulation globale, c'est une méthodologie, c'est une approche communicative et créative que nous avons élaborée au BEL que j'ai dirigé jusqu'en 93. Le bureau, c'est un bureau d'enseignement, un bureau d'études pour les langues et les cultures, qui consiste à proposer à l'ensemble d'une classe de débarquer sur ce que l'on a appelé un lieu thème et de prendre une identité fictive et à partir de là, de faire vivre ce lieu. Alors je vais prendre 3 ou 4 exemples parce que si vous tapez simulation globale sur Google, vous verrez qu'il y a énormément de littérature sur la question aujourd'hui parce que le monde, je dirais, de la didactique s'en est emparé. Alors, par exemple, on proposait au début aux élèves de débarquer sur une île déserte, un peu à la manière de Lord of the Fly de William Golding ou à la manière
Robinson Crusoe de Daniel Defoe. On est naufragé sur l'île, on transite par une identité fictive, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne m'appelle pas Francis Sièche, je ne m'appelle plus Francis Sièche, mais je m'appelle Paul Dupont ou Madame Wong Sang-Tiang. Et pendant toutes les séances, nous allons vivre ensemble sur cette île en la découvrant, en nous donnant un emploi du temps, des lois, des manières de fonctionner, etc. Alors, ça a été la première simulation, le premier lieu thème que nous ayons imaginé. On peut d'ailleurs en général caler la production d'une simulation île sur la lecture, dans une synergie lecture-écriture, sur la lecture d'une œuvre qui se passe sur une île, par exemple de Lord of the Flies, Sa Majesté des Mouches. La deuxième, pour aller très vite, deuxième simulation, et vous trouverez dans les bibliothèques d'Alliance française toute la collection qui est parue chez Hachette, Simulation globale, dont le livre que j'ai écrit qui est au centre et qui distribue l'ensemble de ces simulations. Il y a l'immeuble, même principe, vous seriez dans la simulation l'immeuble, nous habiterions tous dans un immeuble parisien, par exemple, ou Montréal, dans un 2 pièces, un 4 pièces, dans un studio, etc. Nous serions la gardienne de l'immeuble, etc. Enfin, nous donnerions une identité fictive, et toutes les activités que l'on fait ordinairement dans la classe de langue de façon atomisée, découpée, se regrouperaient là, auraient une logique cumulative et combinatoire pour faire un projet de classe et pour écrire le grand roman de notre immeuble. Nous avons la simulation la plus célèbre que nous ayons imaginée, ça a été le village. Même principe, vous êtes des villageois, nous sommes des villageois, enfin vous êtes des villageois, moi je suis l'animateur, vous êtes agriculteur, pêcheur, maire, professeur, etc., chômeur, rentier, et nous allons faire vivre ce village, le développer, euh, donner par exemple, lui faire un site touristique, etc., une histoire, des personnages historiques, etc., lui le développer. Pour faire le grand roman de notre village. Alors, on en a imaginé, mais des dizaines et des dizaines, dans un de lieux thèmes, je veux dire. Évidemment, nous avons imaginé la croisière, nous avons imaginé l'autocar, le voyage au centre de la Terre, et ensuite, à partir des années 80, lorsqu'il y a eu la demande de français fonctionnel, on a appelé le français sur objectif spécifique, on a créé des lieux thèmes spécifiques pour l'enseignement de langue de spécialité. L'hôtel pour le français de l'hôtellerie et du tourisme, on a créé des entreprises pour le français des affaires, on a créé des conférences internationales pour le français de la langue de la négociation ou de la diplomatie, etc., etc. Je vous engage donc, voilà, je termine là, mais je pourrais en parler pendant des heures, bien sûr. Je vous engage à aller voir peut-être dans la bibliothèque des alliances ou des universités, il y a sûrement Simulation globale, mode d'emploi. C'est le livre, mon livre, donc que j'ai dû faire paraître dans les années 80, et il y a toute une collection de simulations. Comment? Alors, je continue. Alors, est-ce que la réponse a été satisfaisante pour Isabelle? Laisse-moi la main. Voilà. Attends, je garde la main. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, oui. Bon, alors, pas d'autres questions. On fera peut-être des arrêts, si vous voulez, ce que j'appelle les regroupements paradigmatiques ou des points psychopédagogiques. Donc voici la première photo, enfin voici la photo, plus exactement la photo sur laquelle je vous propose de travailler. La première activité
que je vous demande, c'est un inventaire. On va incuber cette photo en essayant de faire l'inventaire de tout ce que l'on voit sur cette photo. Mais deux choses. Vous allez m'écrire sur la conversation tout ce que euh, vous allez proposer comme élément, mais des observations objectives. Ça, c'est très important. Et ensuite, vous allez le faire à partir d'un embrayeur que l'on va routiniser. L'embrayeur du présentatif, il y a que l'on va mettre à l'imparfait. C'est-à-dire que je demande à chacun, alors, c'est la première fois que je fais un webinaire, hein, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ça va tourner cette affaire, ça va peut-être être l'horreur, mais je vous demande donc, chers collègues, de commencer à m'envoyer sur la conversation des propositions qui vont être lancées par il y avait. Par exemple, il y avait une personne assise à une table. Il y avait une table. Il y avait. Alors, on va essayer comme cela. Alors, je vois que vous êtes en train d'écrire, c'est super. On va essayer d'épuiser la description de la photo. Voilà, il y avait un sac sur la table. Génial. Après, on y va, on continue. Il y avait une vieille dame assise sur une chaise avec la main droite sur la tête. Très bien. Il y avait une femme déprimée. Chers collègues, j'ai dit une description objective. Alors, vous dites qu'elle est déprimée, soit, mais on va continuer. Mais moi, je pourrais très bien dire, en fait, elle éclate de rire, ou elle est en train de se cacher d'un paparazzi. Il y avait une chaise, il y avait des plantes, il y avait un enfant assis à une table. Ah, il y avait un enfant. Il y avait un radiateur à côté de la table. Oui, certains, d'ailleurs, l'erreur culturelle, c'est de dire parfois un climatiseur. Il y avait une femme en chaussettes. Il y avait une chaise confortable. Vous avez raison, elle est assez curieuse. Il y avait du carrelage. Du carrelage, du parquet, des lattes. Il y avait des plantes vertes. Il y avait des ombres. Très bien. Il y avait. Oh, c'est bien. Cette incubation est magnifique. Vous pouvez continuer. Il y avait du soleil. Oui. Il y avait une table de bistrot. Il y avait une femme qui porte des chaussettes noires. Il y avait des feuilles. Il y avait un verre sur la table. Oui, il y avait un bonnet, c'est bien, ça pourrait être un. Il y avait du noir, il y avait quoi sur la table? Il y a, elle a trop bu. Ah, ça, c'est pas de la description objective, Denise. C'est de la projection. Il y avait un cendrier sur la table. Ça se discute aussi. Il y avait une écharpe. Oui. On va continuer encore un petit peu, puis on va arrêter et on va reprendre ce matériau. Mais allez-y. Il y avait des ombres derrière la femme. Ah! Bravo à l'Alliance française de MSPL, c'est qui ça? Minneapolis, Minneapolis. Est-ce que vous aviez tous vu le piano à côté, sur la gauche? Eh non, bien sûr que non. Voilà, on ne voit que ce que l'on veut bien voir. Et ne me le retire pas. Hein, Non, ça. non, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté. Il y avait du soleil. Alors, chers collègues, on va arrêter là cette incubation. Et on va discuter de ce que je peux faire avec cette incubation. Je vais revenir donc. Ils sont là, je te les ai. Tu cliques, normalement ça doit descendre. Je vais arriver au début. Tout en haut. Attends, je te le remets au début. Alors, laisse-moi la main. D'accord.
Il est mis, là? Non, il y a avant. J'en ai oublié encore. Ouais. Ok, alors Bon, attends. sinon, on reprend ça, c'est pas On grave. reprend. On Ok. va reprendre ce que les collègues ont entendu. Alors, ce que nous venons de faire là, c'est ce que j'appelle une incubation collective. C'est-à-dire que collectivement, on a donné un matériau sur lequel on va pouvoir travailler. Alors, la première, la première proposition, c'est Chicago qui nous l'avait donné. Il y avait un sac sur la table. Oui. Ensuite, il y avait une vieille dame assise sur une chaise. L'une des choses, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'une des choses que je peux demander aux élèves, c'est d'aller me préparer une lecture de ces propositions, avec une intention, avec même ce que j'appelle un état, par exemple un état nostalgique, poétique. Je vais essayer, moi, de faire une lecture de vos propositions. Il y avait un sac sur la table. Il y avait une vieille dame assise sur une chaise avec la main droite sur la tête. Il y avait un radiateur, une vieille femme déprimée. Il y avait des plantes, il y avait une chaise, il y avait un enfant assis à une table. Il y avait une femme en chaussettes, une chaise confortable, il y avait du carrelage, il y avait des plantes vertes. Il y avait des ombres et du soleil. Il y avait une table de bistrot. Il y avait une femme qui porte des chaussettes noires. Bon, alors pour moi c'est un peu difficile parce que tout apparaît comme cela. Bon. Mais si on l'avait écrit au tableau, euh, la lecture que j'en ferais, d'abord vous la suivriez au tableau et on pourrait demander donc à plusieurs groupes de faire des lectures avec des intentions de lecture. Parce que moi, je crois que souvent, on laisse tomber la compétence de lecture, et qui est une compétence communicationnelle qui est très importante. Alors, euh, si je reprends ce matériau incubé, je pourrais demander, ça ne me paraît pas follement intéressant, mais je pourrais demander aux élèves euh, de, de trier et de faire des regroupements. Par exemple, tout ce qui a été produit de l'ordre du vêtement, de l'ordre du mobilier, de l'ordre des États, et peut-être ensuite de redistribuer cette matière-là pour en faire effectivement un poème enfin, qui va vers, au fond, quelque chose, vers une chute. Peut-être la chute pourrait être celle de Sophie. In fine, il y avait une vieille dame assise, seule, dans un coin fleuri. Ça pourrait être ça, la fin du poème. Mais on pourrait aussi demander aux élèves, à partir de ce rail-là, de faire un jeu de rôle. Tu te souviens, il y avait une table de bistrot incroyable dans ce bistrot, une table carrée en formica, et, et, une, et, à la table, il y avait une femme qui portait des vieilles chaussettes noires. Elle était assise là dans le coin à côté des fleurs. Et l'autre va utiliser les différents verbatims pour en faire quelque chose dans, dans ce jeu de rôle, à deux ou à trois. Évidemment, j'aurais pu utiliser un autre lanceur, un autre embrayeur. Là, j'ai utilisé le présentatif il y a à l'imparfait pour le réutiliser. J'aurais pu utiliser il y a, j'aurais pu utiliser il y aurait eu. Je me souviens d'une table de bistrot et d'une femme qui portait des chaussettes noires. Je me souviens des feuilles. Et alors là, peut-être que je vais bricoler hein, de ce coin fleuri. Je me souviens du verre sur la table et
du noir, de l'ombre, etc. J'aurais pu utiliser cet embrayeur-là. Ou je peux utiliser l'embrayeur C. C'est une table du bistrot. C'est une femme qui porte des chaussettes noires. Ce sont des feuilles, etc. Bon, on va utiliser l'embrayeur que l'on souhaite. Qu'est-ce que je peux faire encore avec ce matériau, dont je vous rappelle que dont la production a été quand même arrêtée rapidement. Je peux demander aux élèves de m'ajouter n mots sur l'ensemble de ce texte produit. N mots, c'est-à-dire je peux dire, je voudrais que, en petit groupe, vous essayez de me truffer ce texte de 50 mots supplémentaires. 50 mots supplémentaires, et je peux éventuellement spécifier les catégories grammaticales si je veux travailler les catégories grammaticales. Je veux 10 adjectifs de couleur. Je veux 10 substantifs, 10 adverbes, 10 verbes, par exemple, ou simplement des mots. Je vous demande justement d'essayer là de m'ajouter dans, je vais vous donner 2 minutes 35 pour essayer de me faire cet exercice en ajoutant sur ces phrases produites un maximum de mots et on retravaillera ensuite sur votre production. Voilà, par exemple, Isabelle il y avait une table de bistrot. Eh bien, on pourrait dire, il y avait, je m'en souviens aujourd'hui, très précisément, avec une sorte de douleur nostalgique, une petite table bancale, grège et sale de bistrot. Donc voilà, je peux ajouter. Alors là, on va quitter l'objectivité. Oui, Corinne, bien sûr. Même si l'exercice suivant, ça va être l'exercice de la description subjective. Mais oui, on est là parti dans la description subjective. Alors Isabelle nous propose, il y avait une table de bistrot blanche, carrée, sur pied noir, c'est parfait. Anne-Catherine, qui est déjà dans la grande subjectivité, nous dit qu'il y avait des rideaux, mais je veux bien, moi, au fond, il y avait des rideaux, noirs sans doute. Il y avait un soleil resplendissant qui chauffait la pièce. Très bien, quoi. Il y avait une femme triste, accoudée à une table carrée de bistrot. Oui. Oui, on doit toujours commencer par il y avait pour l'instant, parce que nous sommes dans la phase incubation. Vous savez ce que veut dire incuber quand on est malade, quand on a une rougeole, eh bien la maladie sort. Et bien là, c'est la créativité que l'on invite à sortir. Il y avait un magnifique piano blanc à côté d'elle. Oui. Ah, c'est bien. Il y avait des ombres menaçantes derrière la femme.
il y avait une plante verte infestée de mouches vrombessantes. Magnifique. Alors là, on est de plus en plus dans un inventaire à l'après-vert. C'est le titre d'ailleurs de la fiche d'activité dans mon livre Inventaire à l'après-vert. Il y avait une atmosphère tendue, une espèce de menace qui régnait dans ce petit coin de bistrot. Il y avait du mauvais calvados dans son verre. Sonia, pourquoi du calvados? C'est bien, mais est-ce véritablement un verre à calvados? Là, j'interroge tout le monde. Cognac. Oui, sans doute du cognac. Mais il y a un principe qu'il ne faudra jamais oublier, chers collègues, c'est que la réalité n'est pas réaliste. Et on va s'arrêter 2 secondes sur cette histoire de Sonia, qui nous dit qu'il y a du calvados dans un verre à cognac. On va mettre en suspens l'activité que nous étions en train de faire pour embrayer sur ce que j'appelle l'utilisation d'un incident. Il y a un incident, c'est-à-dire que Sonia nous dit qu'il y a du mauvais calvados dans son verre. Or, c'est un verre à cognac. Et la réalité qui n'est pas réaliste peut effectivement, et vous allez me faire des hypothèses, faire que dans un verre à cognac, il y a du mauvais calvados. Il peut y avoir du mauvais calvados, mais il peut y avoir aussi du jus de pomme qui ressemble à du calvados de loin. Et vous allez me dire pourquoi dans ce verre à cognac, on a servi du mauvais calvados. Faites-moi des hypothèses, s'il vous plaît. Normalement, on ne verse pas de calvados dans des verres comme cela. Et j'aurais pu vous demander d'ailleurs, j'aurais pu vous dire non, il n'y a pas d'alcool, c'est du jus de pomme. Et voilà, première hypothèse de Corinne, peut-être qu'il n'y avait plus de verre à calvados. Première hypothèse. Pardon, Chicago nous dit il n'y avait peut-être plus de verre à calvados. Oui, elle l'a demandé. La dame est normande et n'aime pas le cognac. Et voilà. Et maintenant, on va travailler l'hypothèse il y a du jus de pomme dans son verre à cognac. Dites-moi, faites-moi des hypothèses sur pourquoi il y a du jus de pomme dans le verre à cognac. Alors, moi, je crois qu'on peut reprendre déjà quelques-unes des hypothèses. Il y a du jus de pomme parce que le serveur est ivre et il s'est trompé de verre. C'était la fin de la guerre et le cognac est trop cher. Carlos nous dit parce qu'on tourne un film et comme on fait 15 prises, si on met du cognac dans le verre et qu'elle doit le boire à chaque fois, elle termine saoule assez vite. Edmonton nous propose, elle ne boit pas d'alcool. Mais oui, mais pourquoi Edmonton veut-elle faire absolument servir son jus de pomme dans un verre à cognac? Elle n'a pas 21 ans, c'est une mineure. Alors, on va clore ce petit roman en disant, bon, ben, peut-être parce qu'elle elle veut se donner l'illusion, c'est peut-être une ancienne alcoolique, elle veut peut-être se donner l'illusion sans avoir l'alcool, donc elle a, voilà, elle aime la forme du verre, oui, lui donner l'illusion de lui servir un exutoire, c'est très bien, mais peut-être que ce verre,
chers collègues, n'est pas le sien, c'est peut-être le verre de la personne qui est partie chercher une chaise. Ah, et là on est dans le hors-champ. Peut-être que, effectivement, comme le dit Carlos, bon, c'est un film qui est tourné. Alors Corinne nous dit, mais il n'y a qu'un verre. Oui, peut-être, mais peut-être que c'est le verre de la personne qui est allée. La réalité n'est pas réaliste, chers amis. Peut-être que sa commande n'est pas arrivée. Elle a peut-être commandé un steak frites avec un verre de rouge. Et c'est un peu plus long que le verre de cognac ou le verre de jus de pomme. Alors, je clôt cet incident pour dire attention, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, comme la réalité n'est pas réaliste, et si on veut faire du roman, eh bien, c'est de prendre effectivement comme cela un certain nombre d'incidents pour les exploiter. On va revenir maintenant euh, à cet inventaire que nous avons fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pourrait demander aux élèves, suivant leur niveau bien évidemment, d'ajouter 50 mots. On pourrait leur demander également d'ajouter à la fin de chacune des phrases une expansion. Alors, complétive, relative, circonstancielle. Si les élèves ne connaissent pas ces catégories, on peut leur dire, à la fin de chacune des phrases, vous avez la possibilité de la continuer, de l'allonger avec qui. Il y avait une table de bistrot blanche carrée sur pied noir qui, que, sur laquelle, dont, etc. C'est-à-dire vous choisissez un embrayeur de complétif et vous allongez la phrase. C'est une autre manière de travailler sur la phrase. On pourrait demander à chacun de prendre une phrase, par exemple à Laurane de prendre la première phrase et de faire avec les collègues qui l'entourent la phrase la plus longue du monde, tout en conservant un sens, c'est-à-dire en truffant la phrase le plus possible. Et vous aurez compris qu'évidemment, l'exercice suivant, c'est, eh bien, cette phrase est trop longue, on va la couper de façon à travailler sur la syntaxe et à relancer la phrase. Donc, une phrase très longue et il y avait une table de bistrot blanche, point. Elle avait des pieds carrés. Non, elle était carrée, pardon. Et avait des pieds noirs, par exemple, etc. Bon, là, on était dans cette activité inventaire à l'après-vert. Il nous reste combien de temps? Une demi-heure, c'est ça? Oui. Voilà. On était dans je crois que c'était Isabelle qui s'inquiétait, qui disait, mais on est dans la description objective ou subjective? Moi, ma commande, c'était une description objective. Maintenant, je vais vous demander de faire une description subjective. Par exemple, alors certains l'ont fait déjà, hein, ceux qui m'ont mis des moucherons dans le verre de Calvados, c'est totalement subjectif parce qu'on ne le voit pas, mais c'est exactement ça que je vous demande. Donc, chers collègues, je vous demande maintenant d'écrire comme Isabelle le fait, bille en tête, de me donner des éléments subjectifs. Par exemple, il y a une araignée sous le radiateur, ce qui prouve d'ailleurs peut-être que le radiateur est fermé. Il y a des pellicules sur son col de manteau. Il y avait du vernis écaillé sur ses ongles. Il y a quoi? De la poussière sur le piano.
Alors, Laurent et Isabelle, vous êtes en train de dropper, comme l'on dit en bon français, sur les exercices suivants. Là, nous, on est dans la phase description, inventaire à l'après-vert, objectif et subjectif. Par exemple, je vois un chewing-gum collé sous la table. Ah, Isabelle voit un pansement sur sa main droite. Il y a une grève des serveurs du bistrot. On garde tout ça pour tout à l'heure. Il y avait un trou dans la chaussette. Oui, peut-être. Il y a peut-être effectivement aussi un chat qui est dans l'ombre, près des plantes qu'on ne voit pas. Ah, très bien, Chicago. Il manque une touche au piano. Il y a de la boue sur ses chaussures. Il y a quelque chose. Alors, il y a une trace de rouge à lèvres sur le verre. Et une autre trace de rouge à lèvres sur la cigarette qui est dans le cendrier que vous m'avez mis tout à l'heure. Corinne nous propose, il y a toute sa vie dans son sac. Ça, c'est une activité que l'on va faire dans un instant, que l'on appelle l'activité intérieure. C'est-à-dire qu'on va aller à l'intérieur des choses pour en faire l'inventaire. Nous ferons l'inventaire, mais pas tout de suite, nous ferons l'inventaire de son sac, de sa poche, peut-être de sa tête, nous écrirons un monologue intérieur. Voilà. Il y a... Alors le premier qui va écrire aura raison. Attention, je vous demande d'être très réactif. Il y a quelque chose qui est écrit sur la table. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la table? Attends-moi. C'est l'Alliance française de... C'est quoi? C'est Milwaukee? Minneapolis. Minneapolis qui a gagné. Alors, il y a aussi le nom de son amant gravé sur la table. J'ai attendu trop longtemps et je suis parti. Il y a un numéro de téléphone aussi qui est gravé, avec un cœur et des initiales. Allons-y. Numéro de téléphone et initiales. Facile de suivre. Pas vite. C'est très bien. Alors là, on demanderait aux élèves, évidemment, de les lire, ces numéros de téléphone. Et suivant qu'ils sont des numéros français, portables français ou étrangers, eh bien, on demanderait des explications. Alors, il y a le nom de son amant gravé sur la table. Le premier qui écrit le nom de l'amant a gagné. C'est John, c'est ça? Oui. C'est Le premier. Ah non, c'est Jeannot. c'est Jeannot. C'est Sonia qui a gagné. Bravo, Sonia. Donc, Jeannot lui a demandé donc de l'attendre, mais il a attendu trop longtemps et il est parti. D'accord. Alors, on va réserver tout cela parce que vous voyez que là, l'incubation commence à être très conséquente. Lorsque je me retrouve dans une classe avec quantité de prénoms, comme ceux que vous m'avez proposés, Jeannot, David, John, Armand, Georges, Paul Sidor, etc., Marc, etc., souvent je vais aller voir un élève qui semble
ne pas beaucoup participer oralement à l'incubation, mais qui suit quand même. Et je vais lui dire, c'est toi qui choisis le prénom. C'est toi qui choisis l'endroit où nous sommes. Est-ce que ce café est à Paris, à Montréal, je ne sais pas moi, à Bamako? Pourquoi pas? C'est toi qui choisis. Et c'est une manière de récupérer dans la construction de ce projet de classe un élève qui semble ne pas trop participer, mais qui effectivement aura là une importance très grande. Alors, certains de vous savez, en fait, vous comprenez que c'est une machine, la photo. C'est-à-dire que les élèves vont aller beaucoup plus loin que vous. Comme vous l'avez fait, je vous demande une description objective et immédiatement vous me dites qu'elle est malheureuse, qu'elle est triste, etc., etc., qu'elle a un amant. Bon, on part dans le roman. Euh, il faudra faire attention d'ailleurs pour l'animateur à ne pas verser dans le psychodramatique et à sans cesse proposer au fond en contrepoint de défauts des choses positives ou des qualités, de façon à ce que cet endroit-là ne soit pas uniquement misérable ou misérabiliste, noir, et qu'au fond, il n'y ait pas une hystérie de la créativité euh, qui fait plaisir sur le moment, mais qui, au bout du compte, ne nous fait pas plaisir à retrouver. Si on doit travailler pour écrire une histoire, l'histoire de cette personne, et qu'on la charge de tous les défauts de la Terre, on aura du mal, in fine, à la retrouver. Alors, très rapidement, avant d'aller dans le roman, on pourrait demander aux élèves d'imaginer ce qu'il y a dans le hors-champ. Hors-champ, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'extérieur du cadre de la photo. Donc, je vais vous demander de me dire, de me donner 3 ou 4 éléments pour me dire ce qu'il y a à droite et qu'on ne voit pas. Je vous attends. J'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'il y a à droite et qu'on ne voit pas? Il y a un couple heureux, d'accord. Il y a le comptoir, oui. Il y a une porte-fenêtre. Il y a les toilettes. Il y a un mur. Il y a la cuisine. Il y a d'autres tables. Stop, ça me suffit. Ça me suffit. Je pourrais vous demander de me dire ce qu'il y a. Tiens, allez, qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Il y a une affiche, très bien. Une affiche de. Il y a un vieux miroir, une affiche de qui? Il y a une horloge. Oh là là, il y a plein de choses sur le mur. C'est bien. Il y a une affiche avec une tête d'éléphant. Très bien. On reste là. On pourrait demander une tête d'éléphant et une affiche d'un chien perdu. On pourrait à un moment donné, on ne va pas le faire maintenant, faire des hypothèses sur les raisons pour lesquelles dans ce bistrot, il y a une tête d'éléphant et une affiche d'un chien perdu. Et peut-être demander à ce qu'un groupe écrive le texte en dessous de cette affiche du chien perdu. On me dit il y a une fenêtre qui donne sur quoi, sur où. J'attends vos propositions. Sur la cour, d'accord? La cour et un jardin, pourquoi pas. Et derrière, il y a la gare. C'est la gare de quelle et une rue, bien sûr. Rue principale. Stop, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il y a à gauche maintenant, les amis? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? La gare de Lisieux. Il y a des plantes, il y a un pianiste. Comment s'appelle le pianiste? Le premier qui le dit a gagné. Jacques, voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore à gauche qu'on ne voit pas? Alors, pour faire plaisir à Nathalie, on va dire qu'il s'appelle Jacques-Georges Marcel. Le pianiste s'appelle Jacques-Georges Marcel. C'est classe.
Au revoir, Marianne. Merci de votre participation. Je pourrais vous demander ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, mais vous avez compris, bien évidemment, euh, le, le principe. Je vais vous demander maintenant de me dire ce que l'on respire, ce que l'on sent. Par exemple, on sent l'odeur du mauvais calva, on sent la cigarette, le tabac froid. Ah, la frite qui vient de la cuisine. Nathalie, la lavande vient d'où? Chicago, la rose et le jasmin, on sent ce sont des parfums des consommateurs. On sent un courant d'air. Dieu. Oui, le steak qui vient de la cuisine. Ah, ce sont des plantes. Très bien. La fenêtre est ouverte et donne sur le jardin. Ah ben bien sûr, j'aurais dû y penser. Bien sûr. Donc, on pourrait travailler avec les élèves les odeurs, les senteurs, les essences, les parfums, les remugles, les relents, les remontées. À chaque fois, on peut s'amuser finalement à décliner le paradigme possible. De la même manière, tout à l'heure, Bonnet, il y avait possiblement pour des élèves, lors de les interroger sur quels sont les autres termes pour couvrir la tête. Alors, casquette, bonnet, chapeau, quoi d'autre, capeline, etc., etc. Idem pour les chaussures. Par exemple, les chaussures, là, ce sont vraisemblablement des sandales, mais si on avait fait euh, l'ensemble du paradigme, on aurait eu souliers, chaussures, etc. Alors, euh, une petite remarque au sieur Charu-Inder Moran. Avec les élèves, il faut faire très attention à ce que des propositions comme celle-là, des chaussettes qui puent, bien sûr, que dans la vie, les chaussettes peuvent sentir mauvais, mais il faut faire attention, le prof doit dire ça je prends, ça je ne prends pas, parce que s'il y a trop de choses négatives, encore une fois, on va être content, on va rire dans l'hystérie de la créativité, mais au bout du compte, on ne sera pas très content de retrouver cette personne. Alors, il y a l'activité, qu'est-ce que l'on sent? Il y a l'activité, qu'est-ce que l'on entend? Qu'est-ce que l'on entend en tant que son, comme bruit? Alors, il y a la gare à côté, donc on entend forcément quoi? Les trains qui passent, peut-être les oiseaux dans le jardin, une mélodie au piano. Oui, alors qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce que vous proposez comme mélodie au piano? Le premier qui écrit a gagné. On entend le percolateur, des enfants qui jouent dans la rue. Oui, un verre qui est cassé, très bien, du jazz. Oui, bon, c'est du jazz. La lettre à Élise, magnifique. Alors, ça peut être, effectivement, il peut y avoir aussi un jukebox qui joue. Il peut y avoir le bruit des cloches, le son des cloches qui sonnent. Et d'ailleurs, on n'a pas dit à quelle heure est-il? Là, cette photo, il est quelle heure? Premier qui a parlé a raison. Midi, voilà. C'est Nathalie qui a gagné, il est midi. Donc c'est l'heure de déjeuner. On va. Margaret propose une chanson. Souvent, lorsque je fais ce travail à l'étranger, souvent il y a des chansons d'Edith Piaf, genre La vie en rose, etc. Et on arrive à faire chanter toute la classe, notamment quand ce sont des adultes, euh, la, la chanson. Alors, euh, tout à l'heure, je disais qu'une des activités, c'est intérieur.
il me reste 10 minutes. On va sortir tout ce qu'il y a ordinairement. On va considérer que ce sac est le sac de cette personne qui est assise, et non pas d'une autre personne, par exemple, qui est allée chercher une chaise. Vous allez me sortir tout ce qu'il y a dans le sac, très rapidement. Il me faut, comme cela, Nathalie, ça y est, c'est parti. Il y a des livres, du maquillage, un livre de poche. Quel livre de poche? Vite, un titre pour le livre de poche. Une pince à épiler, des lettres, un revolver. Mais Laurane, vous avez anticipé, je voulais demander deux choses qu'on ne trouve pas généralement dans un sac de femme. Que je sache, on ne trouve pas un revolver en général dans un sac de femme. Et un poignard, bon, ça suffira pour les choses un peu bizarres. Donc, elle lit l'étranger aussi, nous dit Corinne, c'est bien. Laura nous dit on est aux US, et donc effectivement, les femmes sont armées. Bien. Donc, on a fait cet inventaire-là, et on pourrait faire l'inventaire de sa poche. Mais je vous demande de faire maintenant des hypothèses sur ce que, au fond, elle est en train de faire avec sa main gauche. Parce que on voit que sa main droite soutient sa tête, ou protège sa tête, ou masque son visage, mais sa main gauche, que fait-elle? Qu'est-ce qui se passe sur ce côté gauche? Ah, voilà, elle lit ses textos. Elle est gauchère, elle écrit une lettre. Après avoir peut-être remis son collant, oui, et après avoir peut-être froissé la note qui était laissée sur la table. Alors, vous voyez que là, au fond, on pourrait se débrouiller pour ne pas exclure les propositions et peut-être mettre un ordre. Elle a déboutonné son manteau pour remonter un peu son collant, tirer sur son collant. Elle lit ses textos et elle va écrire aussi parce qu'elle est gauchère. Elle nous dit l'Alliance française c'est toujours Minneapolis, c'est ça? Alors, le premier texto qui m'est envoyé a gagné. Elle reçoit un texto, c'est quoi? MDR. Mort de rire. Je t'aime. Ah, Edmonton a gagné. Alors peut-être que on pourrait mettre en lien je t'aime, c'est fini, tout est fini. Je la quitte. Donc à partir de... Alors évidemment, on pourrait choisir juste la proposition d'Edmonton, je t'aime, JTM, mais on pourrait aussi, pour ne pas exclure, essayer de trouver le moyen de lier ces propositions pour faire un texto qui soit peut-être pas réaliste. Par exemple, si je vous demande de me dire pourquoi elle a reçu un texto sur lequel il y a marqué « Je t'aime, c'est fini, tout est fini », donnez-moi des hypothèses. Carlos ne comprend pas. Mais moi, j'ai plein d'hypothèses. Et vous aussi. Je t'aime, c'est fini, tout est fini. Il a trouvé une plus jeune, nous dit Sophie. Son amoureux est lâche parce qu'elle l'a trahi. Marre d'attendre. Oui, mais peut-être que l'on pourrait imaginer je t'aime, c'est fini, tout est fini avec une autre personne. Et du coup, champagne, pour nous, ça y est. Parce que rien ne dit que tout est fini entre nous deux. C'est peut-être fini avec une autre liaison. Bien. Alors,
on est parti sur l'idée que c'était un café, même si certains ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'hétéroclite avec la chaise qui est un peu confortable et qui ne correspond pas trop à la table de bistrot, même si ce piano, là, on se demande ce qu'il fait. Donc je pourrais vous dire, dites-moi pourquoi il y a, faites-moi des hypothèses, pourquoi c'est bizarre tout ça, cette table, cette chaise qui ne correspond pas à la table, ce piano, etc. Finalement, qu'est-ce que c'est que ce lieu? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? On est où? Est-ce qu'on est vraiment dans un bistrot? Et si c'est un bistrot comment? C'est un bistrot. Ah, Nathalie nous dit, c'est peut-être chez Emmaüs. Oui. C'est peut-être une femme qui est une ancienne serveuse de café et qui s'est meublée effectivement chez Emmaüs. On est peut-être dans un bistrot effectivement de gare de plus en plus en France. Dans les gares, on met des pianos par exemple. Mais Carlos vous a donné la solution tout à l'heure. Carlos a fait allusion au fait que c'était peut-être un plateau de cinéma ou de théâtre. C'était peut-être un tournage de film ou une répétition d'une pièce de théâtre. Et Carlos ne connaissait pas la vérité de la photo, mais moi je vais vous la dire. En fait, cette photo est une photo effectivement prise lors d'une répétition de théâtre d'une pièce qui racontait la grandeur et la décadence d'une chanteuse populaire du début du siècle. Et le rôle était tenu, alors la pièce ne s'est jamais montée, mais le rôle était tenu par sans doute la plus grande actrice française vivante. On ne la reconnaît pas parce qu'elle est au moment évidemment de sa décadence. On ne la reconnaît pas, mais vous savez qui est cette actrice, bien sûr. L'actrice française la plus connue. J'attends vos propositions. Non, actuelle, vivante. Laurent, c'est pas Sarah Bernard. Oui, c'est Catherine Deneuve. Edmonton a raison. Cette photo est une photo de plateau de théâtre, une répétition, donc, et Catherine Deneuve joue là le rôle de cette vieille chanteuse. Avant que Chicago ne parte, je dois leur dire que c'est pas vrai ce que je viens de dire. C'est pas Catherine Deneuve et ce n'est pas un plateau de théâtre. Mais c'était juste pour vous dire que la réalité n'est pas réaliste et la photo sera ce que vous en ferez. C'est une projection cathartique. Et certains pensent que c'est une maison de vieux, d'autres pensent que c'est un plateau de cinéma ou de théâtre. En l'occurrence, ce n'est évidemment pas Catherine Deneuve. Bon, alors, comme il me reste quelques minutes simplement, je voudrais dire que évidemment, on n'a toujours pas donné une identité à cette femme. D'ailleurs, tout à l'heure, certains disaient que c'était une enfant. Est-ce que vous pouvez me dire quel âge a cette personne? On pourrait très bien imaginer d'ailleurs que c'est un homme qui s'est déguisé en femme, hein, qui a fait un pari avec un ami. Alors, on a en magasin 30 ans, 75 ans, 17 ans, 25 ans, une cinquantaine d'années, etc. Donc, vous voyez que les, les propositions sont extrêmement différentes. Certains pensent que c'est une adolescente, 17 ans, d'autres que c'est une personne du troisième ou quatrième âge. Sophie dit 75 ans. On ne voit pas les mêmes choses. C'est quelque chose de très projectif. Et c'est là l'intérêt de la photo, c'est qu'il va y avoir une forme de catharsis, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir se purger des passions personnelles et sociales en faisant quelque chose de créatif, en écrivant collectivement une histoire. Voilà, donc on n'a toujours pas donné effectivement d'identité à cette personne. Il faudrait lui donner un prénom,
un nom, un surnom, un âge, une fonction, est-ce qu'elle est célibataire, mariée, elle a des enfants, etc., etc. Et puis, peut-être reprendre d'autres photos. Alors, on va revenir aux photos scannées du début qui n'ont pas de rapport nécessaire, enfin, je ne les ai pas apportées avec l'idée qu'elles pouvaient constituer quelque chose de cohérent avec cette photo, mais on pourrait très bien ressortir chacune de ces photos et essayer de trouver un lien entre, par exemple, la photo de cette... Alors doucement, la photo, Carlos, la photo de cet homme assis à une table, ben, il est peut-être effectivement à l'autre côté du bistrot. Là, alors Charlotte, maintenant, ben, c'est comme ma deuxième fille s'appelle Charlotte, qui travaille à la Banque mondiale de Washington. Bonjour Charlotte. Euh, Quel est le lien entre cet homme et cette femme? Il est qui dans cette histoire? Ah, ça y est, Nathalie a déjà trouvé. Aucun lien. Ah bon? Ben, peut-être. C'est peut-être un consommateur de ce bistrot. C'est peut-être son amant. C'est peut-être son père. C'est peut-être celui qui ne l'a pas attendu, etc. Bien sûr, il faudra choisir. Euh, voilà. Autre photo. Photo suivante. Par exemple, ce café moustache. Au fond, c'est peut-être le nom du café. Et elle ne s'est pas aperçue que c'était un café réservé aux hommes. Mais c'est peut-être l'ancienne enseigne du café. C'est peut-être effectivement Corinne, le café d'en face. Voilà, qui regarde peut-être notre café auquel il faudrait donner un nom, une histoire, etc. Autre photo, Carlos? Ces deux dames qui sont là sur le banc, quel rapport y a-t-il avec l'histoire de notre photo? Oui, elles fument. Alors peut-être qu'elles sont sorties fumer parce que c'est interdit de fumer dans le café. Sophie nous dit qu'il n'y a aucun. Ah ben, Sophie, c'est là le problème. Il faut se creuser la tête pour trouver un lien, une mise en relation entre. Alors, c'est peut-être ses sœurs qui sont en Grande-Bretagne, et sa mère, Margaret nous dit sa mère et sa tante. C'est Charlotte et son amie 20 ans après, etc. Autre photo. Voilà, la photo, donc, la photo d'un voyage qu'elle a peut-être fait. Oula. Bon, euh, vous avez compris le système. Donc, comme il nous reste quelques minutes seulement, euh, je vous donne la parole pour interroger et faire vos remarques, euh, en sachant que là, nous avons peut-être filé une dizaine d'activités, et dans mon livre, il y en a plus de 60. Par exemple, si on revient à la photo, juste 2 minutes, la photo de la vieille dame assise, encore une fois, on aurait pu s'interroger sur cette photo est parue à la une du journal ce matin. Vous faites le gros titre et les sous-titres. Éventuellement, vous écrivez l'article. Alors, fait divers, société ou culture. C'est peut-être un film, on va en écrire le résumé, ou un roman, la page de garde du roman, et on va écrire le résumé. C'est peut-être dans la rubrique société, on parle de la solitude des personnes âgées, on parle des ravages de l'alcool, on parle peut-être d'une personne très très connue qui visite notre ville et qui en fait est là incognito. Et c'est peut-être effectivement Catherine Deneuve. C'est peut-être voilà. Donc vous avez la parole dans les quelques minutes qui nous restent pour donner vos réactions, faire vos remarques ou poser des questions.
fini. Ah, non. Ah, merci Edmonton. Non, Peut-être qu'il n'y a pas de questions, je peux me permettre d'en poser une. oui, mais il y a des gens qui ont. Mais vas-y. Et pendant qu'ils sont en train de les écrire, si on pouvait revenir sur la question du choix de la photo, quels conseils, s'il y avait deux, trois conseils qu'on pourrait donner aux collègues pour choisir une photo qui justement va déclencher toute cette créativité. Alors justement, Isabelle dit, les photos sont vraiment une mine d'infos à ne pas négliger. Oui, bien sûr. Alors, Carlos pose la question d'un conseil que je pourrais donner sur le choix des photos. Encore une fois, je reviens sur moi, je ne suis pas fan des photos d'actualité, des photos de publicité, même si je travaille dans la pub. Euh, Au revoir, effectivement, Charlotte. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est une photo où il y a la place pour le doute, c'est-à-dire la place pour l'imaginaire. On ne sait pas trop ce qui se passe, où on est. Voilà. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Éventuellement, il y a ce que Barthes appelle un punctum, c'est-à-dire un point de fixation à un moment donné. Par exemple, ça pourrait être pour des étudiants euh, ce bonnet sur ce sac. Pourquoi le bonnet est-il posé de cette manière sur le sac? Est-ce que c'est un signe de reconnaissance, par exemple, entre cette espionne et son contact? euh, ils étaient convenus de faire cela. Moi, par exemple, c'est ça, la main aussi, peut-être sur la tête. Est-ce que l'exercice fonctionne avec un seul étudiant? Alors, bien sûr, l'exercice fonctionne avec un seul étudiant. Par exemple, euh, bon, je rappelle que j'ai donné comme exercice possible de mettre, par exemple, des couleurs, de mettre des mots sur la photo, de décrire le gros titre d'un article de journal, d'écrire, d'imaginer le pitch d'un film dont la photo serait l'illustration ou d'un roman dont la photo serait la page de garde. Donc, bien sûr que, en réalité, ce photolangage a souvent été utilisé dans des examens ou des concours pour interroger les élèves et éviter justement le bachotage. Parce que souvent, les élèves arrivent, ils ont appris les questions par cœur. Et par exemple, ça m'a été acheté par l'Allemagne il y a quelques années dans les concours. Il proposait mes photos et l'élève se retrouvait devant la photo et on lui disait, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez entendre comme bruit, comme son mettez-moi cette photo en son, ou mettez-moi cette photo en parfum, en odeur, etc. Euh, voilà, c'est une seule personne peut bien évidemment euh, travailler sur une ou plusieurs photos. Combien de temps passez-vous dans votre classe pour préparer les étudiants? Combien de Question temps de la durée des activités, je pense. bah, Jusqu'où peut-on épuiser une photo? Alors, jusqu'où peut-on... Alors, oui, enfin, vous avez bien compris qu'on peut faire ça ad minima, c'est-à-dire, encore une fois, je mets des couleurs, je mets des sons, je mets des odeurs, des parfums. Par exemple, j'ai préprogrammé le lexique de l'apparence, de l'habillement, du vêtement, et je demande aux élèves d'aller écrire sur la photocopie eh bien, les mots qu'on a préprogrammés, manteau, chaussettes, chaussures, écharpe, bonnet, etc. Ou alors tête, main, jambes, pieds, dos, bras, etc. Donc ça peut être une activité de réemploi d'un vocabulaire que j'ai préprogrammé et je demande aux élèves d'aller écrire. Au fond, c'est un peu du TPR, du Total Physical Response à ce moment-là, parce que on va être dans la réponse active. Euh, je m'appelle effectivement Charlotte. Oui, c'est bien. Donc, ça peut être ad minima, comme effectivement on peut si on a le temps, si on le souhaite, avec des groupes de conversation, créer un roman à partir
d'une photo à laquelle on va ajouter, quand on aura besoin de carburant, une autre photo, puis une autre photo, etc. Et vous savez, il y a quantité d'activités qu'on n'a pas faites, mais dans un bar, par exemple, il y a énormément de choses qui sont écrites. Alors, il y a derrière le comptoir, il y a la maison ne fait pas crédit, ou alors je vide un verre plein et je plains un verre vide, ou des graffitis dans les toilettes, etc. On peut demander, par exemple, sous l'affiche du chien perdu, on va écrire le texte de cette affiche pour l'éléphant, etc. Donc, on peut faire des activités très courtes comme des activités extrêmement développées. Voilà. Bien, écoutez, je crois on peut s'arrêter là. On s'était donné une durée d'1h30 et effectivement, donc cette présentation était passionnante. J'espère qu'elle vous a donné beaucoup d'idées, de projets, d'activités à mener avec vos élèves. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, puisque ce webinaire fait partie d'une série de webinaires de formation pour les professeurs de français. Donc, restez à l'écoute et nous organiserons très bientôt un autre webinaire pour les professeurs de français. Je vais vous laisser Merci encore. mon mail. Si vous avez besoin effectivement de davantage d'informations, francis.liège@parisdescartes.fr. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci encore à tous. Merci, c'était un plaisir et bravo à tous. Bonne soirée.